Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Johnny Hallyday aurait l'intention de quitter la France pour s'installer en Suisse à mi-temps pour des raisons fiscales. L'affaire tourne au débat politique. Le ministre du Budget Jean-François Copé exprime ses regrets. À Nantes, le corps retrouvé hier est bien celui de Taoufik El Amri. Il est mort noyé. Les enquêteurs semblent privilégier la thèse de l'accident, mais 3 policiers sont toujours en garde à vue. Après le choc d'Outreau, une première réforme de la justice sera discutée demain. Elle prévoit notamment l'enregistrement vidéo des gardes à vue. La gauche dénonce une réformette. La chasse aux molécules toxiques va commencer. L'Europe a adopté officiellement la réglementation REACH. Il s'agit d'évaluer les 30 000 composants chimiques les plus présents dans les objets du quotidien. C'est l'une des grandes mutations de l'histoire. Pour la première fois, la moitié de l'humanité se concentre dans les villes. Selon le rapport de l'ONU, cette explosion urbaine est particulièrement sensible en Asie. Enfin, à quelques jours de Noël, la revue des cadeaux qu'on ne pourra sans doute jamais s'offrir. Téléphone portable en or massif, parfum sur mesure ou concierge personnel. Il paraît qu'ils n'ont jamais eu autant de succès. C'est un des symboles de la France, mais il serait donc sur le point de s'installer en Suisse. Johnny Hallyday va résider la moitié de l'année, 6 mois plus 1 jour, dans la très chic station de Gstaad, pour des raisons fiscales. C'est ce qu'affirme en tout cas l'hebdomadaire L'Express. Le chanteur n'a fait pour l'instant aucun commentaire. Abdel Mostefa, Emmanuel Beck. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays. Sa nouvelle vie, Johnny l'imagine ici, dans ce chalet encore en travaux. D'après le magazine L'Express, le chanteur a choisi de s'établir à Gstaad, station très chic des Alpes suisses, avant la fin de l'année. Annonce qui ne semble pas troubler ce village paisible. Complètement indifférente. Johnny Hallyday, qu'est-ce que c'est? Ça ne change pas vraiment ma vie. Johnny a déjà apprécié la poudreuse de cette station l'hiver dernier. Désormais, il profitera de la fiscalité helvétique. Il lui suffira de prouver qu'il réside ici 6 mois et 1 jour pour échapper au fisc français. Dans l'Hexagone, le départ de l'idole provoque réactions indignées et ironiques chez les politiques. Il y a un proverbe qui dit « l'herbe du voisin est toujours plus verte que la sienne » jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est du gazon artificiel. Je crois que chacun peut donc méditer sur ce point. Et quand on a une conception de la République, de son pays, eh bien on reste payer ses impôts dans son pays. Autre son de cloche ce soir chez les fans qui attendent le concert à la Cigale. Réaction amusée et compréhensive. Pour les impôts. Les impôts. Et il a bien raison. Il a bien raison. Si on pouvait, on ferait pareil. Si Johnny met son pognon à l'abri, il a entièrement raison, je ferai exactement pareil. Il nous ramènera du chocolat. Du moment qu'il continue de chanter, c'est le principal. Une star très appréciée. D'après le dernier baromètre du Figaro, Johnny a été le chanteur français le mieux payé en 2005, avec plus de 6,5 millions d'euros. Alors, Johnny Hallyday n'est pas le premier à franchir le pas. Il retrouvera là-bas de nombreuses personnalités de la finance, du sport ou du show business. Enquête Yvan Martinet, Catherine Juste. À part la musique, quel est selon vous le point commun entre Charles Aznavour, Patricia Cass, Yannick Noah ou Jeanne Moreau? Réponse, tous sont domiciliés en Suisse. Les chalets en bois, la montagne, les ont sans doute séduits, certes, mais pas autant que les avantages fiscaux concédés par ce pays. Là-bas, ils ne payent qu'un forfait négocié avec l'administration helvétique avant installation et oubliez l'ISF. Vous voyez pourquoi je suis revenu? C'est le plus important pour moi. Ça, mes enfants. Depuis son bureau, désormais, Alain Afflelou a vu sur les photos de ses fils et sur la butte Montmartre. Ça n'a pas toujours été le cas. Entre 96 et 99, il a passé 3 années en Suisse. J'ai profité d'être obligé pour mon boulot de me trouver à Genève pour bénéficier des avantages fiscaux que ce pays offre aux étrangers. Fiscalement, ça faisait des économies de quelle proportion? Eh bien, de 1 à 30. Quand je payais 100 en Suisse, j'aurais payé 3000 en France. C'est énorme. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne partent que pour ça. Et en Europe, les échappatoires pour riches Français sont nombreuses. La Suisse pour les stars du showbiz ou du sport. La Belgique pour les nababs du business comme la famille Muliez, détentrice des supermarchés Auchan. Ou l'Irlande pour les écrivains comme Michel Houellebecq. Il s'agit d'une spécificité française. Il n'y a pas d'autre pays européen dont les élites
quittent le pays pour aller se réfugier en Belgique, en Suisse ou en Grande-Bretagne. C'est une spécificité française, c'est donc un problème français qui rejaillit sur ceux qui restent en France. Hit parade de l'exil fiscal. En tête du classement, la Belgique, puis la Suisse et le Royaume-Uni. Entre 1997 et 2003, 2600 Français imposés sur la fortune s'y seraient exilés. Mais ce chiffre du ministère du Budget serait largement sous-évalué. En fait, c'est un riche par jour qui quitterait la France. Un manque à gagner pour les caisses de l'État estimé à 11 milliards d'euros par an, l'équivalent du déficit de la sécurité sociale. Les suites de l'affaire Taoufik El Amri, je vous le disais, le corps retrouvé dans un canal hier à Nantes est bien celui de l'ouvrier. L'autopsie a révélé qu'il ne porte pas de traces de coups et qu'il est mort par noyade. Les enquêteurs semblent privilégier la thèse de l'accident, mais les 3 policiers qui l'avaient interpellé pourraient être néanmoins poursuivis. Lionel Feuerstein, Grégory Vasseur. Les 3 policiers de Nantes sont entendus au commissariat central. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Ce matin, les premiers éléments de l'autopsie de Taoufik El Amri ont été communiqués. L'ouvrier tunisien serait mort par noyade. Son corps ne comporterait pas de traces de coups. L'entourage de la famille ne se satisfait pas de ces premiers résultats et demande des analyses complémentaires car le corps était immergé depuis longtemps. Les médecins, eux, ont l'habitude de ce genre d'analyse. On peut, avec certitude, même si le corps est resté dans l'eau, affirmer s'il y a eu des lésions avant la mort. Le problème, c'est que le soir de l'interpellation, selon de nombreux témoins, Taoufik El Amri était complètement ivre. Les policiers l'ont pourtant laissé libre en le déposant dans cette allée, un endroit situé à une centaine de mètres du canal Saint-Félix où l'on a retrouvé le corps de l'ouvrier. La procédure normale aurait voulu qu'il soit transféré au commissariat pour ébriété. Pour les syndicats de police, cette procédure est difficile à appliquer. S'il faut placer en dégrisement toutes les personnes en état d'ébriété sur Nantes, on va rester sur Nantes à partir de 21 h les soirs. Il va falloir qu'ils agrandissent hôtel de police. Les 3 policiers pourraient être mis en examen, notamment pour mise en danger d'une personne vulnérable. Un délit qui, en cas de décès de la victime, entraîne une peine de 20 ans de prison. Justice encore, une journée déterminante au procès de Jean-Maurice Agnelet. Il est accusé, vous le savez, de l'assassinat d'Agnès Leroux, héritière d'un casino à Nice et disparue il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, son ex-femme était entendue, un témoin clé, puisqu'elle lui avait fourni un alibi à l'époque, avant de se rétracter il y a quelques mois. Sur place à Nice, Dominique Verdaillan, Jean-Marc Nouknouk. Guettée par les journalistes, attendue par la cour d'assises, Françoise Losser. Sans son revirement en 99, le procès de son mari n'aurait sans doute pas eu lieu. Alors derrière ce sourire, cette décontraction, se profile un témoignage qui dans quelques minutes peut emporter la conviction des jurés sur le sort de Maurice Agnelet. C'est pas drôle pour lui, on le voit passer dans les rues comme une âme en peine, c'est très triste. Je ne tiens pas à le charger. Vous savez que nous sommes toujours mariés. Toujours mariés, mais plus grand-chose en commun. À la barre, oui. Elle parle de Monsieur Agnelet. C'est un être qui vous poussait au suicide. Il passait constamment, dit-elle, d'une femme à l'autre. Sans jeter un regard vers l'accusée, Françoise Losser aborde le week-end d'octobre 77 où Agnès Leroux a disparu. Nous devions partir ensemble, il a annulé, comme souvent, dit-elle. Je l'ai juste croisé le dimanche à l'aéroport. Avant que je ne sois entendu par les policiers, il m'a dit « Je n'ai rien fait Agnès, mais dis que tu étais avec moi ce week-end-là ». Pour la partie civile, l'affaire est entendue. Pourquoi chercher un alibi si on n'a rien à se reprocher? Tout se passe comme si dans la tête de Maurice Agnelet, il savait que cette période du 27 octobre était capitale pour lui et qu'il ne pouvait pas justifier réellement de son emploi du temps. Tendu, préoccupé, pour la première fois, Maurice Agnelet semble avoir perdu sa sérénité, son détachement légendaire. Jamais je n'ai demandé un tel alibi, déclare-t-il en se dirigeant vers la barre. Françoise Losser, elle, s'est ostensiblement écartée de lui. Mari et femme, certes, mais certainement pour le pire, plus que pour le meilleur. La justice, toujours. Tout ça, pour ça, c'est la réaction des abusés de la gauche, mais aussi de nombreux députés de la majorité, alors que l'Assemblée se prépare à discuter de la réforme de la justice. Ce texte, vous le savez, avait été promis après le retentissant fiasco de l'affaire d'Outreau, mais il est finalement beaucoup moins ambitieux que prévu. Hélène Hugues, Marie Cros. Plus de 200 heures d'audition, des mois de travail pour la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau et un rapport voté à l'unanimité, 80 propositions pour une réforme de la justice et aujourd'hui seulement 10 mesures retenues par le gouvernement. Même la majorité reconnaît que c'est une réforme minimum. Si on considère que c'est une réforme totale, elle n'est pas satisfaisante. Mais ce n'est pas une réforme totale, ce n'est pas celle que les Français attendent, ce n'est qu'une étape. Le temps est passé des étapes. Ou bien on vote des choses importantes et définitives,
mais les étapes à 5 ans, quand on a des élections dans quelques mois, ça me paraît pour la procédure pénale quand même une singulière conception du droit. Principale mesure, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue et des auditions chez le juge d'instruction, sauf dans les affaires de terrorisme et de grand banditisme. Contre la solitude du magistrat dans les dossiers difficiles, des pôles d'instruction pourront être créés. Autrement dit, un deuxième juge d'instruction pourra être saisi. La collégialité, c'est-à-dire l'examen systématique d'une affaire par plusieurs juges d'instruction, est repoussée à plus tard, dans 5 ans, faute de moyens. Pour éviter que des innocents passent des années en prison, la détention provisoire est réformée. La situation de tout détenu devrait être réexaminée après 3 mois, puis tous les 6 mois. Des mesures décevantes pour l'opposition. Tout ça est quand même dommage parce que la réforme de la justice mérite mieux que cette précipitation et ce travail bâclé. Le texte sera débattu demain en urgence à l'Assemblée. D'ores et déjà, plusieurs syndicats de magistrats le dénoncent. Politique, oubliez la racaille ou le Karcher. À moins de 5 mois de la présidentielle, Nicolas Sarkozy veut renouer le lien avec la jeunesse des banlieues. Il recevait aujourd'hui 1 millier de personnes au ministère de l'Intérieur pour des discussions. Michael Darmon, Rémi Poissonnier. Crever l'abcès. Nicolas Sarkozy évite la banlieue, alors il fait venir la banlieue à lui. Dans les salons du ministère de l'Intérieur, les relais Sarkozy soutiennent l'association Bleu-Blanc-Rouge. Est-ce que vous vous souvenez dans quelles conditions je suis venu au Pétril? Vous vous souvenez? Non, Argenteuil c'est une chose, mais ça a de la gueule quand même ce qu'on a fait. Depuis Argenteuil, ça change pas. Je pense qu'on a fait un bon travail ensemble. C'est pas une opération, c'est beaucoup plus important que ça. C'est la conviction qui est la mienne, qu'il faut être ferme et qu'il faut être juste. D'entrée, on a parlé des mots qui fâchent. Argenteuil, novembre 2005, racaille. Voilà, tout le monde a ça en tête. Et vous interpellez le ministre. Juste pour compléter justement Thierry, il y a eu aussi la Courneuve où on a parlé de Karcher. On va pas polémiquer longtemps là-dessus. Sociologues, artistes, chefs d'entreprise sont là pour tenter une réconciliation. Parce que ce qu'il a fait, il a divisé la France en deux. C'est le sentiment que j'ai. La France des cités, des quartiers et l'autre France. Cela fait des mois que l'entourage de Nicolas Sarkozy cherche à le rapprocher des jeunes de banlieue, comme on a pu le voir dans ses récents déplacements. Non, on ne peut pas dire, si vous parlez, on parle. Mais moi je ne suis pas installé à Mulhouse, donc je suis prêt à vous recevoir. Et justement aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, la question se pose, qui reçoit, le ministre ou le candidat? Alors les avis sont partagés, d'autres parlent de récupération politique, nous on parle de démarche citoyenne et utile. Et utile pour Nicolas Sarkozy, qui sait que la partie sera difficile pour lui en 2007 dans l'électorat de banlieue. Et à noter que le Parti socialiste dénonce justement ce soir, je cite, la confusion des genres entre les fonctions du ministre de l'Intérieur et sa candidature à la présidentielle. L'Europe a adopté aujourd'hui la réglementation REACH. Il s'agit d'évaluer des dizaines de milliers de composants chimiques présents dans les objets du quotidien et d'en interdire les plus toxiques. C'est la loi la plus ambitieuse du monde en la matière. Jouets, ordinateurs, tissus, produits de maquillage ou d'entretien, on ne soupçonne pas la quantité de substances qui les composent. D'après les promoteurs du texte, certains de ces composants expliqueraient en partie la baisse de la fertilité ou encore le développement des cancers. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Mavic, Stéphane Guillemot. Un soir ordinaire dans un immeuble de la banlieue parisienne. Les enfants font leurs devoirs sur le parquet ou derrière l'ordinateur. Maman prépare le repas au micro-ondes. Mais la famille, sait-elle qu'elle est cernée par des centaines de polluants invisibles? Phthalates dans les flacons de shampoing, musc synthétique dans les parfums de la salle de bain. Retardateurs de flammes dans les canapés et les ordinateurs du salon, antibactériens dans la cuisine et éther de glycol dans les meubles de la chambre. Pour nous, c'est un peu du petit chinois. Nous, les ménagères, on peut pas décrypter, on ne peut pas savoir si oui ou non ce qu'on achète, c'est correct ou pas correct. Plus de 100 000 substances chimiques sont commercialisées aujourd'hui en Europe, à peine 3 000 ont fait l'objet d'études. Certaines ont été testées sur les têtards qui ont la même hormone thyroïdienne que l'homme. Résultat, la croissance des batraciens et le développement de leur cerveau ont été ralentis. Il est très probable que si on voit un effet sur un tétard, qu'il y a aussi des effets sur l'être humain. Ça vous inquiète? Beaucoup. Beaucoup. Quand on voit l'augmentation des cancers, de la thyroïde, des cancers du sein, de la prostate. Ces molécules les plus dangereuses, on en trouve un bon nombre dans la cosmétologie. Par exemple les parabènes. Ce sont des conservateurs, tueurs de germes. Dans cette entreprise,
on a décidé il y a 2 ans de les remplacer par d'autres substances moins agressives, mais tout le monde n'a pas encore fait cet effort. Les gros groupes se protègent parce qu'ils ont plusieurs marques, chaque marque a énormément de références, et s'ils doivent faire le chantier qu'on a fait, nous, ça va être énorme pour eux, parce qu'il y a tous les tests d'efficacité à refaire, c'est très cher, très coûteux, très long. Les industriels s'estiment pénalisés par la nouvelle législation qui leur demande de trouver des produits de substitution. Ici, on fabrique une pâte qui sert à souder des composants électroniques que l'on retrouve par exemple dans les télés. Modifier un ingrédient, c'est souvent retarder toute la chaîne de fabrication et prendre le risque de perdre un client. Il peut aussi effectivement décider d'avoir une fabrication de ces produits qui soit hors d'Europe, puisque là, par exemple en Chine ou en Malaisie, il aura des produits qui ne seront pas soumis à REACH. Concurrence, délocalisation, les parlementaires européens n'ont sûrement pas été insensibles à ces arguments. Le lobby de la chimie est extrêmement puissant. 27 000 sociétés en Europe, un chiffre d'affaires de 440 milliards d'euros. Mais désormais, les industriels devront prévoir des plans de substitution ou de recherche et surtout prouver que leurs produits ne sont pas nocifs. C'est une révolution pour l'humanité et elle s'est faite très rapidement, en quelques décennies seulement. Pour la première fois dans le monde, la population urbaine va dépasser la population rurale. C'est ce que met en évidence un rapport de l'ONU. La Terre comptera bientôt des dizaines de villes à plus de 10 millions d'habitants. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. C'est un peu l'exception française. Les Parisiens fuient la capitale pour s'installer à la campagne. Dans le reste du monde, c'est tout le contraire. En 1950, 1 humain sur 10 habitait en ville. En 2030, 2 terriens sur 3 vivront dans une grande métropole. La planète comptera 5 milliards de citadins pour 3 milliards de ruraux. Peu à peu, la population mondiale s'entasse dans les mégalopoles. Dans l'hémisphère sud, c'est l'explosion. Au classement général, dans 10 ans, Tokyo comptera 35 millions d'habitants, Bombay 22 millions d'habitants, Mexico 22 millions d'habitants. Au sud, les petits paysans fuient la misère des campagnes. Conséquence, des bidonvilles de plus en plus vastes, comme ici à Bombay. Des conditions sanitaires limites, mais le mouvement n'est pas près de s'arrêter. Même si les ruraux qui s'entassent en ville nous donnent l'impression de vivre dans des mauvaises conditions, elles restent pour eux meilleures que ce qu'ils connaissaient à la campagne. Les grandes métropoles de l'hémisphère nord, elles, ne vont plus grandir. New York va passer de la 3e à la 5e place. Paris recule peu à peu. Dans 10 ans, elle aura disparu du top 10. Toujours à l'étranger, de gigantesques feux de forêt en Australie, très impressionnant. En une semaine, les flammes ont ravagé une surface supérieure au duché du Luxembourg. Plus de 2500 pompiers sont mobilisés. Il faut dire que la sécheresse qui sévit actuellement est la pire depuis un siècle. Elle a rendu les forêts très sèches, très inflammables, alors même que l'été ne fait que commencer là-bas. La suite du voyage triomphal de Zinedine Zidane en Algérie. Il a été reçu avec son père et sa mère par le président Abdelaziz Bouteflika, qui a organisé ce déplacement. L'ex-capitaine de l'équipe de France a reçu à cette occasion la plus haute distinction algérienne. Toujours en Afrique, l'action humanitaire participe parfois directement au développement. Vous connaissez sans doute la chaîne de l'espoir. Pendant longtemps, cette association française a permis à des enfants atteints de maladies graves de se faire opérer en France. Désormais, elle ouvre des hôpitaux et forme des médecins sur place. Après le Cambodge, le Mozambique ou l'Afghanistan, c'est au Sénégal qu'un bloc opératoire a commencé à fonctionner. À Dakar, reportage Dominique Derda, Frédéric Guiraud. Il suffit parfois d'un sourire, rien de plus, pour redonner confiance. Et Diouf en a bien besoin. À 11 ans, cette petite Sénégalaise ne pèse que 24 kilos. C'est à cause de son cœur. Il est si gros qu'il prend toute la place dans sa poitrine. Où est-ce que tu as mal? Là, sur le côté. C'est très douloureux? Oui, parfois ça me fait pleurer tellement ça me fait mal. La maladie des pays pauvres, ce sont des angines à répétition maltraitées, dues à des streptocoques qui vont entraîner des atteintes des valves cardiaques. Et elle évolue depuis 1 an avec une dégradation très importante de son cœur, puisqu'elle est en insuffisance cardiaque. Et que, compte tenu de son âge, il faut tout faire pour lui réparer sa valve mitrale. Depuis plus de 15 ans, les médecins de la chaîne de l'espoir font venir en France pour les soigner des enfants du tiers-monde qui souffrent de graves troubles cardiaques.
Mais l'objectif aujourd'hui est plus ambitieux. De plus en plus souvent désormais, des spécialistes français font le voyage en sens inverse et se rendent en Asie, en Afrique, pour former des équipes médicales qui bientôt effectueront elles-mêmes ces opérations à cœur ouvert. Au centre hospitalier de Fann à Dakar, Gérard Babatassi n'est là pendant 15 jours qu'en tant que conseiller. C'est un chirurgien sénégalais qui se charge d'opérer Diouf. On est obligé d'arrêter le cœur pour le traiter. Et ça, quand même, ça pose quelques petits problèmes parfois. Donc c'est une des opérations les plus risquées en chirurgie de façon générale. Le professeur Alain Deloche est le fondateur et le président de la chaîne de l'espoir. Son rêve, faire construire à Dakar un centre de chirurgie cardiaque comme ceux qu'il a ouverts au Cambodge et plus récemment en Afghanistan. Je crois qu'il faut un peu corriger l'image que l'on a de l'Afrique, désespérée, désespérante. Il y a ici, on l'a vu, des jeunes assistants, des jeunes infirmières. Eh bien, elles veulent apprendre. Il faut leur donner les moyens de soigner ici. 5 heures après être entré au bloc, Diouf est de retour en salle de réanimation. L'opération s'est bien passée, la voilà tirée d'affaire. Dans une semaine, si tout va bien, elle va pouvoir rentrer chez elle et aller à l'école. Cette fois, enfin, elle en aura la force. Bon, il n'y a plus un gramme de souffle, hein. Tout comme Ibrahima qui a hâte de retourner jouer au foot. Il récupère vite ses enfants démunis. T'as pas maigri, là? Hein? Allez. Quand on arrive à les opérer et puis on les revoit, ils viennent en consultation, on est tout contents. C'est comme les parents, ils sont tous contents. Et vous êtes fiers aussi? Ah ben ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais. On estime qu'au Sénégal, sur 10 ou 11 millions d'habitants, entre 25 et 30 000 enfants devraient être opérés du cœur. La proportion est la même dans la plupart des pays africains. Retour en France, le souvenir de nos bons vieux francs s'éloigne un peu plus. La Banque de France fait savoir qu'il ne reste plus que 10 semaines pour échanger les Pascal, les billets de 500 francs. Elle a délivré à cette occasion un chiffre étonnant. Il en reste encore près de 3 millions en circulation. Vincent Fourcade, Alain Locassio. Le 1er mars, il sera trop tard. Cette coupure de 500 francs ne vaudra plus rien. Il reste donc moins de 3 mois pour avoir une pensée pour les Pascal et courir à la Banque de France, à condition bien sûr d'en avoir conservé. Il y a encore des billets de 500 francs. Je pense les vieilles personnes qui les auront peut-être gardés. Au lieu de les mettre à la banque, ils ont préféré les mettre à l'ancienne sous les matelas. Vous, il vous reste combien de billets de 500 francs, Pascal? Aucun. Aucun? Aucun, j'en ai jamais vu. Il reste pourtant dans la nature plus de 2 730 000 Pascal, soit près d'1,5 milliard de francs, 210 millions d'euros, car 1% des billets mis en circulation est toujours porté disparu. C'est des coupures que souvent les personnes âgées gardaient en réserve, et donc ces billets ont été placés peut-être dans les armoires, on a oublié de les remettre en remboursement. Cela fait 12 ans que le Pascal a été retiré de la circulation. Devenu objet de collection, il se revend parfois plusieurs fois sa valeur initiale. Mais attention, les bonnes coupures sont très rares, mieux vaut donc ne pas prendre de pari sur le Pascal. Il ne faut pas penser à ce genre de choses, car les billets de 500 francs Pascal ont eu des tirages énormes et n'auront jamais d'intérêt. Et même s'il y a quelques infimes billets qui valent beaucoup plus cher, indiquer aux gens de les garder, ça serait une hérésie. Prochaine étape, mars 2008, le 200 francs Montesquieu disparaîtra à son tour et en 2012, tous les francs appartiendront au passé. Une opération des gendarmes et des défenseurs des animaux dans les Ardennes. Une 50aine de chiens, une 20aine de chats atteints de maladies vivant dans des cabanons étroits et insalubres ont été saisis chez une marginale de 70 ans. Certains animaux n'avaient jamais vu la lumière du jour. Caroline Thébault, Julien Voix. Certains ont la gale, d'autres vivent dans le noir ou dans des cages trop petites. Ce matin, gendarmes et associations de protection des animaux ont saisi plus de 70 bêtes dans ce capharnaüm sans eau ni électricité. Destination, la région parisienne pour être adoptée. La propriétaire n'a pas brutalisé les bêtes, explique le vétérinaire. On n'a pas vu de choses atroces non plus, il n'y a pas eu d'acte de cruauté, c'est pas délictuel. La SPA a également tenté de capturer un cochon de 130 kilos. Mais l'animal a pris la fuite. Face à cette agitation, certains habitants du village prennent la défense de la propriétaire des lieux. Ces chiens, c'est sa vie, et c'est pour ça que je vous dis que demain, vous lui retirez ces chiens,
Si vous lui laissez pas son tout petit chien, eh ben, c'est pas la peine de vous en occuper parce que demain, elle sera plus là. Voilà, c'est tout. Ensuite... Quelques heures plus tard, Régine Michel revient chez elle. Cette femme de 70 ans vit en marge du village, seule. Oh mon bébé, ils vont tout souffrir mon bébé, c'était... Vous comprenez ce qui s'est passé? Non, je comprends rien, que de la crapulerie, que du bandits. Régine Michel n'est pas inconnue des services sociaux, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à la convaincre de changer de mode de vie. L'environnement avec le recyclage à Marseille de la vase polluée du vieux port. Plomb, mercure ou cuivre, tous ces produits ont été utilisés depuis des décennies pour l'entretien des bateaux. Les extractions viennent de commencer. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan, sur place. Sous l'œil de la bonne mère, petit toilettage du vieux port de Marseille. Il s'agit de prélever des échantillons, environ 200 tonnes. Et la pêche est plutôt bonne. Épave de voiture, barrière de sécurité, filet, on trouve de tout. Longtemps, ça a été un réflexe de dire que la mer allait pouvoir absorber la pollution, parce que la mer était généreuse et pouvait absorber tout ça. Maintenant, on prend conscience que les déchets ont une durée de vie très longue. Le vieux port n'a pas été dragué depuis près de 40 ans. Ces bouts ont pris au piège plomb et mercure issus de la peinture des bateaux. Hors de question de les rejeter en mer, il faut donc les retraiter. Direction la Seine-sur-Mer et ce site pilote unique en Europe, mis en place par le Conseil général du Var. On voit évidemment plein de macro-déchets, plein de bouteilles plastiques, des chaussures, enfin tout ce qui peut traîner. Et puis au fond, on a la boue, ce sédiment, qui lui va être notre matériau de base pour aller dans différents procédés. Avec des tamis, des centrifugeuses, les boues sont triées. On met le sable d'un côté, les sédiments de l'autre en vue de les retraiter. Au final, ça donne ces petites galettes compressées. Celles qui proviennent du port de Marseille sont les plus polluées. C'est plus inquiétant que ce que je pensais, oui. Plusieurs procédés de retraitement chimiques, comme la cristallisation qui emprisonne les métaux lourds, naturels comme la décomposition des éléments organiques, et au final plusieurs utilisations possibles, comme par exemple dans la fabrication du béton. On teste donc en gros 3 grandes filières principales, la filière remblai dont on a évoqué, la filière béton et éventuellement après la filière routière qui nous semble vraiment importante aussi. Utiliser les boues dans la construction des routes, la matière première en tout cas est là. Plus d'1 million de mètres cubes de sédiments dorment sous les eaux de la quinzaine de ports concernés par le projet. On en vient aux fêtes de Noël avec des cadeaux qui n'ont jamais eu, paraît-il, autant de succès. Et pourtant, qui peut se les offrir? Cela va bien au-delà du luxe. Des téléphones portables en or massif, un concierge personnel dans tous les pays du monde. L'extravagance se porte bien. Estelle Collin, Emmanuel Morel. Le client pour ce téléphone en or massif gardera l'anonymat. 26 exemplaires dans le monde, le plus cher, 270 000 €, il vient juste d'être vendu. Il est serti de 17 carats de saphir multicolore et 1 carat de diamant. Le monde compte quelques 800 milliardaires. Seul leur importe l'exceptionnel, seul leur importe le sur-mesure, y compris pour un parfum. Celui-ci exige 1 an d'attente. Pour 60 000 €, la formule secrète sera conservée dans un coffre-fort. C'est une œuvre, tout simplement. On peut acheter des magnifiques œuvres d'art dans plein de galeries qui atteignent des prix absolument astronomiques. Là, c'est vraiment faire créer une œuvre olfactive selon son envie. Le ou la cliente recevra son parfum dans de somptueux flacons d'or et de cristal. Folie toujours, la chaussure bijou. Chez René Caovilla, fameux bottier vénitien, rubis, émeraude, saphir, diamant, on maîtrise parfaitement. Ces souliers pavés de pierres précieuses valent 90 000 €. Là aussi, ils ont trouvé preneur. Et puis pour ceux qui ont les moyens mais pas d'idée, la carte concierge. Où que vous soyez, quoi que vous souhaitiez, un simple coup de fil et on vous livre instantanément. Pouvoir obtenir par exemple un jet privé pour une escapade de dernière minute, pouvoir avoir un chef gastronomique à domicile pour organiser un dîner de réveillon. Tous ces cadeaux, vous pouvez les poser au pied du sapin. Avec un budget de 300 à 3 000 €, là aussi tout est possible. Ce client est fou de papillons. Ça peut être pour un goûter d'enfant, des sapins tout en bonbons, ça peut être des sapins tout en diamant et un bijou. Ces jours-ci, on a fait une chose tout en orchidée fraîche sur des sapins naturels verts, c'était ravissant. Des exemples parmi d'autres, car en matière de folie et d'excentricité, les limites ne sont pas les mêmes pour tous.
On reste dans l'ambiance des fêtes avec une tendance de la gastronomie, la cuisson à l'azote liquide. Fini le four traditionnel ou la poêle. Ce nouveau procédé un peu spécial, il faut le reconnaître, est plus rapide et il paraît qu'il rend plus intense le goût des aliments. À Narbonne, reportage Léo Lamberton, Nicolas Oher. Depuis un an, c'est devenu l'attraction de Narbonne. Dans ce restaurant, les clients se transforment en fumigènes, partie de fou rire garantie. Alors, c'est extraordinaire. C'est magique. C'est comment? C'est pas trop froid? Un petit peu. Vous savez ce qui fait cette vapeur? L'azote. C'est parce qu'elles sont effectivement trempées dans de l'azote liquide que ces petites meringues fument. De l'azote pour cuisiner, il ne faut pas avoir froid aux yeux. On respire au quotidien 75% d'azote, donc je pense pas que ce soit dangereux pour la santé. La seule chose, c'est que c'est descendu à très basse température, à moins de 210 degrés en l'occurrence. Voilà. Il y aura un tartare, un thon, un carpaccio à la carte. Lionel Giraud n'est pas chimiste, mais cuisinier. Un cuisinier curieux qui sait que l'azote liquide est utilisé depuis longtemps pour fabriquer certaines glaces. Mais à force de chercher, il s'est aperçu qu'il peut aussi rehausser le goût. Exemple avec ce jus de carotte plongé à moins 190 degrés. Le goût s'est développé, voire même démultiplié par à peu près le double ou le triple de ce qu'on peut percevoir quand la carotte est nature et centrifugée. Comment ça se fait? Alors je pense que quand on plonge dans quelque chose de très froid, on va fixer les molécules et donc les arômes par la même occasion. L'autre avantage de l'azote, il fait gagner beaucoup de temps. Ainsi, une meringue nécessite 2 heures de cuisson au four, mais 1 minute seulement dans l'azote liquide. Ça cuit, c'est sûr que ça cuit. Ça reste froid quand même. Ça reste froid, mais en fait la meringue elle est croustillante. Voilà. De plus en plus de restaurants français utilisent aujourd'hui l'azote liquide. Et ici, les clients ne diront plus jamais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 2000 policiers, 162 personnes interdites de stade. 3 semaines après la mort d'un supporter, le PSG, le Paris Saint-Germain, retrouve le Parc des Princes pour un match face au Panathinaïkos d'Athènes. La préfecture n'a pas lésiné sur les mesures de sécurité. Franck Genozo, Emmanuel Morel. Ambiance camp retranché ce soir au Parc des Princes. Depuis le début de l'après-midi, 2000 policiers et gendarmes quadrillent le secteur. Voici par exemple le chemin qui mène à la fameuse tribune Boulogne. Barrage filtrant. Ce soir, il n'y a pas de rentrée ni de rentrée. Voilà, impossible d'accéder à l'enceinte sans billet. C'est encore pire qu'un PSG Marseille. Pour eux, c'est la guerre. Donc, à mon avis, ils veulent impressionner, mais je pense que s'il doit se passer quelque chose, ce sera peut-être pas forcément ce soir. Au centre des conversations, la fermeture d'une partie de la tribune Boulogne. 2000 places pour des supporters à la réputation sulfureuse, ici en rouge. Les autorités craignaient que les autres fans du PSG refusent d'entrer, par solidarité. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Boulogne, c'est une famille, et puis là, il va nous manquer une partie de notre famille. Une fois à l'intérieur, les supporters seront étroitement surveillés par les 106 caméras du Parc des Princes. À l'heure du coup d'envoi, 162 supporters interdits de stade devront également pointer au commissariat. C'est 2 fois plus que pour le dernier match. La préfecture de police parle de soirée test, d'autant que les supporters grecs sont eux aussi réputés difficiles. L'UEFA a classé la rencontre à haut risque, un statut habituellement réservé à la finale de la compétition. Les suites maintenant de l'affaire Roberto Alagna, le ténor français qui avait brutalement quitté la scène, veut maintenant attaquer la Scala de Milan en justice, car il y est déclaré indésirable après sa sortie fracassante. La télévision italienne a diffusé aujourd'hui les images de l'incident. Michel Monpontet. La preuve par l'image. Roberto Alagna vient d'entamer son premier air. Voix souple, large. Et il a 3 heures d'opéra devant lui. Du moins, le croit-il encore. Mais dans l'ombre de la salle, derrière le chef, il n'a pas que des amis. La scène est dure. Alagna perd pied devant quelques siffleurs, essaie de fuir par la droite. Première porte fermée, humiliation, il doit traverser seul toute la scène dans un silence gêné. Et Violetta Urmana reste seule, interloquée. Mais soudain surgit du diable Vauvert, celui qu'on n'attendait pas, Antonello Palombi, sa doublure, qui devient même en jean, au pays des pharaons, la vedette d'un soir. Mais à la Scala, des stars, c'est vrai, se sont déjà fait siffler, même Pavarotti, Freni et la Calas, mais tous sont restés sous les huées comme on attend la fin d'un orage.
Alagna, lui, a abandonné. J'ai cru bien faire. Et en réalité, il paraît que j'ai mal fait, puisqu'on m'a dit que si j'étais resté encore un petit peu, on m'aurait fait un triomphe derrière, et que c'était un petit peu le code de la Scala. Moi, j'étais pas au courant, puisque j'ai jamais été hué de ma vie. Mais derrière Roberto Alagna, c'est bien le nouveau directeur de la Scala qui semble visé, le Français Stéphane Lissner, un homme qui vient du théâtre et pas de l'opéra. Quoi qu'il en soit, en Italie, après le coup de boule de qui vous savez et le bras d'honneur d'Alagna, voilà une nouvelle épine dans les relations transalpines. Moins mouvementée, la saison des ballets a commencé. C'est une tradition de Noël à l'Opéra de Paris. Coup d'envoi avec Gisèle, l'histoire romantique d'une paysanne amoureuse d'un prince. Sophie Jouve, Jean-Marie Lecartier. Pénétrer dans le temple de toutes les étoiles, vivre de si près l'amour fou de Gisèle. Le rêve de toutes les petites danseuses comme Constance, 13 ans, qui rencontre aujourd'hui Aurélie Dupont, son idole. C'est comme une espèce de rôle qu'on passe comme ça d'une génération à l'autre. Et quand on danse, ouais, c'est vraiment une belle récompense. En tout cas, vous dansez très bien. Gisèle, la modeste paysanne, est amoureuse d'un beau prince, évidemment promis à une princesse de son rang. Gisèle en mourra, mais ce n'est que le début de cette histoire qui parle de sincérité, d'exigence, comme la danse d'Aurélie Dupont. Légère, touchante, c'est mon rêve de danser maintenant comme ça. La suite par les yeux de Constance. Gisèle devenue une Willis, ces créatures surnaturelles qui attirent les jeunes hommes et les font danser jusqu'à un épuisement mortel. Moi, j'ai pas droit aux mots, au texte, comme le vrai théâtre, on va dire. Mais je trouve ça agréable et intéressant de travailler des sentiments, avoir envie de dire je t'aime ou avoir envie d'être timide ou triste ou pleurer, juste avec le corps. Au royaume de l'amour fou, Gisèle s'effacera dans la nuit. Ça va bien? Merci, il n'y a pas espoir. D'accord? Bon, à bientôt. Merci. Pour Constance, derrière le talent d'Aurélie Dupont, il y a ce rôle mythique à atteindre, comme une étoile encore lointaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, un nouvel épisode de David Nolan, série fantastique avec Frédéric Diefenthal. Vous avez été très nombreux à suivre le premier épisode. À demain.